Bonjour à tous et bienvenue pour ce redéballage de la boîte L'Héritage de Dunwich, la première partie qui va être donc consacrée aux cartes de la classe gardien ainsi qu'à l'investigatrice de cette classe du pack, Zoé Samaras. Alors Zoé Samaras, le chef, elle a 4 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force et 2 d'agilité, 9 points de vie, 6 points de santé mentale, lettré, croyant et chasseur. Réaction, après que vous devenez engagé avec un ennemi, gagnez une ressource. Signe des anciens, plus 1. Si ce test de compétence est réussi lors d'une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât. Alors, construction du deck. Tous les investigateurs de cette boîte ont une classe unique. Ils peuvent avoir les cartes de cette classe de niveau 0 à 5, les cartes neutres de niveau 0 à 5 et jusqu'à 5 cartes de niveau 0 dans les autres classes. Donc voilà, Zoé Samaras, elle va avoir quasi uniquement des cartes gardiens, quelques cartes neutres et 5 cartes venant d'autres classes éventuellement. Exigence du deck, la croix de Zoé, châtier le mal et une faiblesse de base au hasard. Alors la croix de Zoé, c'est un soutien accessoire qui a 2 icônes de force et un icône libre, qui a les traits objet et charme. Réaction, après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource, infligez 1 dégât à cet ennemi. Alors je vais parler de la croix rapidement. Après qu'un ennemi devient engagé avec vous, Zoé c'est une gardienne, donc elle va vouloir combattre, donc elle va devenir engagée avec des ennemis. La capacité de Zoé, elle devient engagée avec un ennemi, elle gagne une ressource. Si elle a sa croix en jeu, elle incline la croix, elle dépense la ressource qu'elle vient de gagner et elle inflige 1 dégât à l'ennemi. Donc voilà, Zoé devient engagée avec un ennemi, elle gagne une ressource. Si elle a sa croix, elle peut utiliser cette ressource pour infliger 1 dégât à l'ennemi. Donc déjà, si elle n'a pas la croix, concrètement ça veut dire que combattre lui fait gagner des ressources. Or, les gardiens... en début de campagne, après ils ont des solutions, mais en début de campagne ils galèrent un petit peu sur les finances, je trouve. Et la croix fait que, une fois par tour, vu qu'il faut l'engager, elle inflige 1 dégât à un ennemi qui vient d'être engagé. Alors engager les ennemis, c'est quand même classique. Si l'ennemi est généré dans votre lieu, si vous piochez l'ennemi, il est généré dans votre lieu, il est en général engagé avec vous, sauf s'il est distant. Si vous entrez dans le lieu où il y a un autre investigateur pour combattre, en général, vous engagez l'ennemi, surtout si vous combattez à la machette. Donc Zoé va quand même assez fréquemment faire 1 dégât sans test à un ennemi, et ensuite avoir son action de combat pour infliger 2 dégâts. Ça veut dire qu'elle va pouvoir tuer un ennemi qui a 3 points de vie en une seule action. Or, les ennemis qui ont un nombre impair de points de vie, c'est toujours agaçant. Un ennemi qui a 1 point de vie, on lui fait une attaque. Un ennemi qui a 2 points de vie, on fait une attaque, parce qu'on a un bonus, la machette, ou le 45 automatique, ou le 32 ou 36, je ne sais jamais, de la boîte de Carcosa. Et quand il a 3 points de vie, souvent il va falloir faire 2 actions de combat, ou alors il va falloir utiliser la compétence coup vicieux, ou alors il va falloir utiliser une fois un flic en patrouille. Avec Zoé, c'est pas le cas. Autre remarque sur le sujet, le signe des anciens de Zoé. Je le dis souvent, le fait qu'il y ait le signe des anciens, c'est toujours un modificateur numérique qui est dans le, on va dire, dans le haut du panier, c'est-à-dire que en général c'est un plus 0 ou un plus 1 ou un plus 2, je crois qu'il y a un plus 3, j'en suis pas sûr. Il y a Agnès, ça dépend combien d'horreurs elle s'est prise. Donc généralement, le signe des anciens, ça vous aide à réussir. Voire, sur la plupart des tests, si vous piochez le signe des anciens, vous réussissez le test. Mais en plus, si le test de compétence est réussi lors d'une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât. Zoé, elle veut combattre. Alors évidemment, elle fera pas que des actions de combat, mais elle sera amenée à faire beaucoup d'actions de combat. Donc, ce 2e dégât, en général le 3e dégât, c'est bien pratique. Donc vous mettez tout ça bout à bout. Zoé entre dans un lieu. C'est une action. Vous mettez tout ça bout à bout, ça donne quoi? Ça donne Zoé entre dans un lieu. Elle engage l'ennemi, donc elle gagne une ressource. Elle dépense cette ressource, elle incline sa croix, elle inflige 1 dégât à l'ennemi. Elle fait son action de combat. Elle pioche le signe des anciens. Bon, déjà ça lui donne un plus 1, donc elle a 4 de base, le plus 1 de sa machette, le plus 1 du signe des anciens, ça lui fait 6. Voilà.
et elle inflige un dégât de base, un dégât pour la machette, un dégât pour le signe des anciens. L'ennemi, il avait 4 points de vie à la fin de la première attaque, il a été tué. Bon, s'il n'est pas tué, par contre, lors de la phase des ennemis, il infligera des dégâts à Zoé Samaras. Ok, bon, elle a 9 points de vie. Donc Zoé Samaras, je la trouve géniale pour ça. Alors c'est très basique, hein. C'est très basique, c'est elle engage, elle se bat, elle se déplace, elle engage, elle se bat, etc., etc. Alors évidemment, comme il faut qu'elle s'engage, elle ne prendra pas le fusil, je crois que ça s'appelle Springfield, qui demande à ce qu'on... Enfin, qui fait qu'on ne peut combattre que si on n'est pas engagé, bien évidemment. Mais voilà, donc Zoé Samaras, en corps à corps, elle est géniale. À noter un petit truc amusant, bon, c'est la chef. On voit sur la carte Châtier-le-Mal qu'elle a un genre de hachoir de boucher, et il y a une carte, alors en classe survivant, mais qu'elle peut inclure, qui est le hachoir, un hachoir de ce type-là. Voilà. Bon. Alors, autre chose à noter, niveau caractéristiques, Zoé Samaras, elle a 12 de total, ce qui est la norme, 4 de volonté, c'est bien, 4 de force, c'est bien, c'est normal pour un gardien, 2 d'agilité, bon, ça sera un peu gênant pour le deck de rencontre, mais sinon, elle essaiera pas de s'échapper, elle rencontre un ennemi, elle le combat la plupart du temps. Et le 2 d'intelligence, effectivement, Zoé Samaras, j'y réfléchirai peut-être à 2 fois avant de la jouer en solo, encore que maintenant les gardiens ont quand même de bonnes solutions. Preuve, elle va combattre des ennemis, elle va finir par en tuer, elle joue preuve, elle récupère un indice. Elle joue scène de crime, elle commence son tour, il y a un ennemi dans le lieu, paf, c'est 2 indices sans test. Maintenant, il y a la carte interrogée. Voilà. Donc, je pense que Zoé Samaras en combat, elle est géniale. En enquête, elle est moins bonne. Donc, moi, je la vois plus sur du duo. D'ailleurs, je l'ai un peu joué en duo. Je me souviens plus qui était le deuxième investigateur. Ça devait être Daisy ou Rex. Mais voilà. Très bonne investigatrice de combat. Sa faiblesse, châtier le mal. Traîtrise, faiblesse et c'est une tâche. Révélation. Défausser les cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez châtier le mal à cet ennemi et générez-le dans le lieu le plus éloigné de vous. Forcez. Quand la partie se termine, si l'ennemi attaché est en jeu, souffrez d'un traumatisme mental. Alors, déjà dans la FAQ, il est marqué ça c'est comme pour la carte faiblesse à la recherche d'Easy qu'on verra plus tard, n'importe quel investigateur peut se charger d'éliminer l'ennemi. Donc, vous piochez cette traîtrise. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous prenez l'ennemi qui est le plus près du dessus du deck de rencontre, vous le générez le plus loin possible de vous, vous lui attachez châtier le mal, et maintenant, vous allez vouloir tuer cet ennemi. Si l'ennemi est chasseur, il va avancer vers vous. Si l'ennemi est chasseur, il va avancer vers vous. Si l'ennemi n'est pas chasseur, vous allez devoir aller vers lui. Si vous êtes en début de partie, imaginons que vous faites la campagne La nuit de la zélatrice. Première phase d'entretien, donc du premier tour, vous piochez ça. Vous révélez un ennemi, vous le générez dans votre étude. Comme il n'y a qu'un seul lieu en jeu, vous le générez dans votre lieu, hop, le problème est réglé. Si maintenant on est plutôt dans un scénario comme, que je dise pas de bêtises, les masques de minuit, la carte entre guillemets est grande, vous le générez dans le lieu le plus éloigné, ça peut vous demander plusieurs tours pour y aller, sur votre chemin vous devrez éviter la plupart des ennemis pour pas vous ralentir. Et du coup, vous allez peut-être passer un tour à traverser la carte pour rejoindre l'ennemi, puis ensuite un tour pour l'éliminer. Ça vous fait perdre du temps. Si vous n'arrivez pas à le vaincre, à la fin, un traumatisme mental. Zoé, elle part avec 6 de santé mentale. Ah oui, Zoé, elle a un total de 15. La plupart des investigateurs ont 14, elle est à 15. Enfin bon, 6, le premier trauma mental, ça va. Si elle se prend un deuxième trauma mental, enfin, moi je suis en train de faire la campagne de Carcosa. Il y a des passages, c'est un petit peu rude, c'est « Oh tiens, le mauvais ennemi, j'ai raté mon attaque, paf, je me prends 2 horreurs. » Du coup, il faut quand même y faire attention. Alors une petite note par contre, les capacités de Zoé, si elle a posé sa croix, elle se déplace, il est possible qu'elle entre dans un lieu où il y a un ennemi, l'ennemi l'engage, Zoé gagne une ressource, elle dépense la ressource, elle incline sa croix, elle inflige un dégât à l'ennemi, si l'ennemi c'est un acolyte, il a qu'un point de vie, ça y est, il est mort. Et éventuellement, là, Zoé, elle sort sa carte preuve, et elle récupère un indice. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de traverser la carte pour aller affronter l'ennemi, c'est moins gênant pour elle que pour un autre investigateur. Mais en tout cas, c'est le genre de carte, en tout début de partie,
avant qu'on ait placé tous les lieux, ça peut être bien. Quand vous arrivez sur la fin de la partie, que vous avez eu un acte ou une intrigue qui vous a dit mettez en jeu tel lieu et tel lieu et tel lieu, il est possible que atteindre l'emplacement où est l'ennemi, ça soit 4 actions. Donc voilà, assez embêtant. Il faut croiser les doigts pour que l'ennemi qu'on pioche et sur lequel on met châtier le mal soit un chasseur pour qu'on s'épargne une partie des déplacements. Voilà. Alors comme elle n'a aucune règle de construction particulière, je vais pas évoquer de pistes de construction, je vais pas évoquer de cartes à intégrer, hein. C'est comme c'est un gardien, il y a les classiques. Si vous la jouez en solo, mettez aussi des cartes pour récupérer des indices. Si vous la jouez en duo, mettez plutôt des cartes pour protéger l'enquêteur du groupe. Voilà. Alors passons maintenant aux cartes de la classe gardien. La première, c'est la matraque, un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement de main, qui dit combattre. Vous gagnez plus en force pour cette attaque. Si vous effectuez une attaque contre un ennemi engagé avec un autre investigateur et que vous échouez, vous n'infligez aucun dégât. Donc c'est une arme qui vous donne plus en force, vous touchez plus facilement, mais vous ne faites qu'un dégât. Et si vous vous ratez en attaquant un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, mais qui est engagé avec un autre investigateur, vous ne blessez pas l'investigateur. Donc l'ennemi, vous allez le blesser quand même très lentement, mais par contre, si vous vous ratez, vous blessez pas l'autre investigateur. Si vous partez perdant, enfin, vous partez vaincu, vous dites je vais rater mon test, donc je risque de blesser mon pote, donc je vais y aller à la matraque plutôt qu'à la machette. Sauf que si vous y allez à la matraque, c'est 1 point de vie par 1 point de vie. Si vous y allez à la machette, c'est 2 points de vie par 2 points de vie. Donc là, cette carte-là de niveau 0, moi je la trouve merdique. Je crois que c'est la seule arme de gardien que je trouve complètement inintéressante. Dans le renouveau de l'héritage de Dunwich, il y a le niveau 2. Donc ça coûte une ressource en plus, ça coûte 2 expériences, et ça dit combattre. Vous gagnez plus de force pour cette attaque. Si vous effectuez cette attaque contre un ennemi engagé avec un autre investigateur, vous infligez plus un dégât pour cette attaque en cas de réussite, et vous n'infligez aucun dégât en cas d'échec. Et bien là, ça commence à être intéressant. Ça commence à être intéressant parce que déjà vous avez plus 2 en force. Ensuite, si vous réussissez, vous infligez plus 1 dégât. Et moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on attaque, on veut infliger les dégâts au moins par 2. Et si on échoue, on n'inflige aucun dégât. Donc, plus 1 dégât si vous attaquez un ennemi engagé avec un autre investigateur. Donc en fait, quelque part, c'est un petit peu l'anti-machette. La machette, vous avez votre plus 1 dégât si vous n'êtes engagé qu'avec un seul ennemi. Et là, vous avez votre plus 1 dégât si l'ennemi que vous attaquez est engagé avec un autre investigateur. Voilà. Et si vous vous ratez, vous n'infligez aucun dégât, y compris à l'investigateur engagé avec l'ennemi. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est une bonne arme. Quelque part, ça peut être complémentaire de la machette. Vous êtes engagé avec un ennemi, votre binôme, l'autre investigateur du duo, est engagé avec un autre ennemi. Si vous voulez attaquer cet autre ennemi à la machette, vous pouvez l'attaquer à la machette, mais vous lui infligerez qu'un dégât à la fois. Si vous l'attaquez à la matraque, vous pourrez lui infliger les dégâts 2 par 2. Et si vous ratez votre attaque à la matraque, votre binôme, il ne craint rien. Voilà, à noter, le Springfield M1903 du pack aux frontières du visible, qui est une arme qui prend les 2 mains, je n'entre pas dans les détails, qui a 3 munitions. Quand on dépense une munition qu'on combat, on gagne plus 3 en force, on inflige plus de dégâts pour l'attaque, mais on ne peut faire cette attaque que pour attaquer on ne peut pas utiliser cette attaque contre un ennemi engagé avec l'investigateur. Si vous utilisez une bandoulière, qu'on verra plus tard dans le pack, vous avez une 3e main pour une arme. Eh bien, la matraque de niveau 2, vous pouvez la combiner avec le Springfield 1903. C'est-à-dire que vous avez un gardien qui va chercher à combattre des ennemis avec lesquels il n'est pas engagé. Si c'est un petit ennemi, il le combat à la matraque, plus 2 en force, 2 dégâts en cas de réussite, 0 dégâts sur l'investigateur engagé au combat en cas d'échec. Et si c'est un gros ennemi, le Springfield, plus 3 combats, plus 2 dégâts. Bon, par contre, là, s'il se rate, il blesse son pote. Mais voilà, moi, c'est vrai que la matraque de niveau 2, ça me donne envie de tester le gardien non engagé. Voilà. Alors bon, c'est un archétype que j'ai jamais testé. Le truc, c'est que le gardien non engagé, en général, dans un groupe, on veut un gardien qui engage les ennemis pour, entre guillemets, soulager les autres. Le gardien non engagé, moi je le verrais plutôt comme 3e investigateur, sur 3 ou sur 4. C'est-à-dire que
on aurait dans un groupe, par exemple, on aurait Zoé Samaras pour le combat, on aurait Daisy Walker pour l'enquête, on aurait Mark Harrigan pour le combat non engagé, et éventuellement comme quatrième investigateur, je sais pas moi, Finn Edwards, qui ferait de l'enquête, il est assez bon en enquête, et qui éventuellement engagerait les ennemis pour leur échapper, pour que les ennemis ne soient plus engagés. Donc mettons, vous faites deux groupes, vous avez d'un côté Zoé et Daisy, Daisy enquête et Zoé protège Daisy, et de l'autre côté vous avez Mark Harrigan avec Finn, Finn enquête, Mark Harrigan protège Finn, si un ennemi engage Finn, eh ben Mark Harrigan tape à coups de matraque sur l'ennemi, et si c'est un ennemi avec beaucoup de points de vie, eh ben Finn Edwards, si nécessaire, engage l'ennemi, et ensuite s'évade. Si l'ennemi est incliné, il n'est engagé avec personne, et du coup il n'est pas engagé avec Mark Harrigan, et là Mark Harrigan peut tranquillement lui tirer dessus au Springfield. Voilà. Alors, encore une fois, chaque fois que je parle de deck avec un investigateur de soutien, chaque fois que je parle d'un deck avec un investigateur qui est chercheur secondaire ou combattant secondaire, pour moi c'est évident que c'est une campagne où on joue à 3 ou 4 investigateurs. Or moi je joue toujours en solo, je joue sur une table relativement petite, du coup soit je fais du vrai solo avec un seul investigateur, soit je fais du solo à deux mains, un solo avec 2 investigateurs. J'ai jusqu'à présent jamais tenté à 3 ou à 4, donc tout ça c'est des decks qui me plaisent sur le papier mais que je mets jamais en œuvre. Il me faudrait une table beaucoup plus grande, il faudrait que je m'assure de bien être concentré, d'avoir des marqueurs pour indiquer quel investigateur a joué, quel investigateur a pas joué pour pas m'embrouiller. Mais globalement, voilà, je trouve cette idée assez intéressante. Matraque de niveau 2, Springfield 1903, une bandoulière pour avoir les 2 armes simultanément, puis ensuite, je sais pas, munitions personnalisées, ou munitions supplémentaires, ou l'aventurier, ou la contrebande si le gardien qu'on utilise y a accès, etc., etc. Voilà. Bon, allez, carte suivante. Provocation, c'est un événement qui coûte 1, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, engagez n'importe quel nombre d'ennemis dans votre lieu. Alors ça coûte qu'un, c'est rapide, ça coûte pas d'action, on engage n'importe quel nombre d'ennemis sans avoir à effectuer d'action, et ensuite il va falloir faire quelque chose avec ces ennemis. Ça peut permettre d'engager un ennemi qui engage avec un autre investigateur sans utiliser d'action. Par exemple, un gardien utilise une action pour entrer dans un lieu, il joue provocation, il engage l'ennemi engagé avec un autre investigateur, et il lui reste toujours 2 actions pour combattre. À noter que Zoé, autre chose, s'il y a plusieurs ennemis dans le lieu, en général, chaque engagement, c'est une action. Engagement, ça ne fait pas partie des actions qui ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. Ce qui provoque pas d'attaque d'opportunité, c'est échapper, combattre et abandon. Là, si dans un lieu, vous avez 3 ennemis que vous voulez tous les engager, vous essayez d'engager le premier, c'est une action. Vous essayez d'engager le deuxième, c'est une action, vous prenez une attaque d'opportunité de la part du premier, vous essayez d'engager, vous engagez, vous n'essayez pas vous engager, vous engagez le troisième, attaque d'opportunité du premier, attaque d'opportunité du deuxième, et vous avez dépensé 3 actions. Provocation, vous dépensez une ressource qui est 1, 3 ou 5 ou plus ennemis dans votre lieu, ils sont tous engagés avec vous. La capacité de Zoé Samaras, elle n'a pas de limite. Avec Zoé Samaras, vous jouez provocation, vous engagez 3 ennemis, vous avez 3 ressources. Vous engagez 5 ennemis, vous avez 5 ressources. Alors évidemment, une fois que vous avez engagé les ennemis, il faut vous en débarrasser. Éventuellement, avec Zoé Samaras ou avec un investigateur biclassé gardien survivant, vous pouvez jouer habile diversion. Ça coûte 5. Échappez, vous échappez automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. Donc vous les engagez tous et vous leur échappez à tous. Le truc c'est qu'habile diversion ça coûte 5. Et il y a aussi autre chose, c'est marqué dans la FAQ, habile diversion, ça vous fait échapper à tous les ennemis, même ceux avec lesquels vous n'étiez pas engagé. Donc vous entrez dans un lieu, il y a 5 ennemis qui sont distants, vous jouez habile diversion, vous leur avez échappé à tous, même si vous n'étiez pas engagé avec eux. Alors du coup, la combinaison provocation et habile diversion, ça n'a d'intérêt qu'avec Zoé Samaras, parce que le fait d'engager les ennemis va lui faire gagner des ressources. Je reste sur mon exemple, 5 ennemis distants,
Si elle joue habile diversion, le problème est réglé, mais il faut qu'elle paie les 5. Ou alors, elle paye 1, elle joue provocation, elle engage les 5, ça lui rapporte 5 ressources. Ces 5 ressources, elle les dépense pour l'habile diversion et tous les ennemis sont inclinés. Autre intérêt possible de la provocation, on se reverra en enfer. Vous engagez tous les ennemis, vous jouez on se reverra en enfer, tous les ennemis non élites sont engagés avec vous, donc tous les ennemis non élites qui étaient dans le lieu sont vaincus. Bon, par contre, votre investigateur est vaincu, il se prend un traumatisme physique. On se reverra en enfer, moi je le mets dans chaque deck gardien qui peut l'inclure, et éventuellement aussi dans les decks Calvin. Il y a des gens qui disent que c'est partir perdant, moi je trouve pas, ne serait-ce que le fait qu'en faisant ça on se prend un trauma physique au lieu d'un éventuel trauma mental. Je trouve que déjà ça présente un intérêt. Moi, Roland Banks ou Zoé Samaras, je préfère les voir être vaincus par un trauma physique, être vaincu et avoir un trauma physique plutôt que vaincu et avoir un trauma mental. Oula, j'ai perdu le fil. Donc voilà, provocation, vous récupérez sur votre dos tous les ennemis du lieu, vous jouez on se reverra en enfer, ils sont tous vaincus et l'autre investigateur en est débarrassé. Bon, par contre, si vous êtes tôt dans le scénario, l'autre investigateur doit finir tout seul. Et doit notamment gérer tous les ennemis qui arriveront par la suite. Donc c'est plutôt dans l'idée, le chercheur a besoin d'un tour complet pour abandonner le scénario parce que c'est la meilleure solution possible, et ben le gardien s'assure que le chercheur ne se prenne pas 10 attaques d'opportunité avant son abandon. Alors dans la même boîte, il y a le niveau 2 de provocation. Qu'est-ce que ça change de plus ? Qu'est-ce que ça change ? En plus, pour chaque ennemi engagé, vous piochez une carte. Donc vous piochez des cartes qui, on l'espère, vous aideront à vous débarrasser des ennemis que vous avez engagés. Avec Zoé Samaras, c'est le double jackpot. Vous engagez plusieurs ennemis, donc vous récupérez des ressources et en plus vous récupérez des cartes. Donc vous avez les cartes et vous avez les ressources pour les jouer. Mais bon, encore une fois, ces ennemis que vous avez engagés, maintenant il faut vous en débarrasser. Carte suivante, travail d'équipe, un événement qui coûte 0, qui est un icône libre, qui est une tactique. Les investigateurs dans votre lieu ont le droit de se donner ou de s'échanger n'importe quel nombre de soutiens objets, de soutiens alliés ou de ressources. Alors c'est gratuit, ça coûte une action. Tous les investigateurs dans un lieu peuvent se redistribuer leurs objets, leurs alliés et leurs ressources. Alors en solo, évidemment, on n'y pense même pas. À 2 investigateurs ou plus, ça va être très pratique. Alors les alliés, je sais pas trop parce qu'en général, un allié très spécialisé, on le met dans un deck avec une bonne idée. Moi, je joue Zoé avec Daisy. Dans le deck Daisy, je mets Milan Christopher. Milan Christopher, il est adapté au deck de Daisy. Je vois pas, ça n'apporterait pas grand-chose à Zoé de le récupérer. Les objets, c'est un petit peu pareil. Zoé, elle a une machette pour combattre. Daisy, elle a une loupe pour enquêter. Les échanger, ça ne servirait pas à grand-chose, la plupart du temps. Alors évidemment, il y a des exceptions. Pour les alliés, si Daisy a joué un bibliothécaire, le passer à Zoé peut servir à tamponner quelques horreurs et dégâts qui pourraient être infligés à Zoé. Au lieu de jouer Milan Christopher et défausser le bibliothécaire, vous profitez du travail d'équipe pour refiler le bibliothécaire à Zoé. Et à un moment, Zoé, elle va se laisser attaquer, le bibliothécaire meurt, et Zoé peut poser un allié. Voilà. Au final, moi, des 3 possibilités, je trouve que ce sont les ressources les plus intéressantes. Si, dans le groupe, vous avez un truand, il est fort possible qu'il ait beaucoup de ressources. Si les autres manquent de ressources, ça les aidera. Encore une fois, les gardiens, souvent, ont des cartes chères. À niveau élevé, ils ont des possibilités pour gagner des ressources, comme j'ai connu pire, mais en début de campagne, ça peut être quand même pratique de recevoir les ressources d'autres investigateurs. Si, dans le groupe, vous avez un truand qui joue l'archétype truand friqué, il est possible qu'il soit un petit peu à court d'argent, chacun lui passe 2 ressources, ça peut être bien, ou alors l'inverse. Au contraire, il a joué jour de paix lors d'un tour où il faisait 15 actions, il a gagné 15 ressources, il en redistribue la moitié. Enfin voilà. Donc, très pratique. Enfin, je dis très pratique, mais je crois que, en l'occurrence, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Sur le papier, c'est très pratique, mais j'en ai encore jamais eu l'utilité. À noter que dans le cas de Zoé, si elle combat beaucoup, mais qu'elle n'a pas encore sa croix, il est possible que ce soit elle qui donne les ressources. Mais je pense que la plupart du temps, le gardien reçoit les ressources. Le
Provocation de niveau 2, j'en ai déjà parlé, et c'était la dernière carte du pack. Enfin, la dernière carte gardien du pack, vu qu'il n'y en a que 4. Alors si on résume, matraque de niveau 0, c'est merdique. Ça n'est justifié dans un deck que si vous la mettez en attendant d'avoir la matraque de niveau 2, de la même façon que le couteau à cran d'arrêt, on le met dans son deck que si on espère après le remplacer par un couteau à cran d'arrêt de niveau 2. Provocation, ça va être pratique. On engage un ou plusieurs ennemis sans avoir à dépenser d'action, sans prendre d'attaque d'opportunité lors du deuxième, troisième, etc. engagement. Si on joue avec Zoé, ça permet en même temps de gagner des ressources et ça va soulager l'autre investigateur. Si vous jouez avec un autre investigateur qui a une bonne agilité, peut-être que là il n'aura pas de problème à s'évader, mais si vous jouez avec un investigateur qui a une faible agilité, il ne pourra pas s'évader et du coup vous allez vouloir récupérer les ennemis et garder assez d'actions pour les combattre. Travail d'équipe, de la redistribution d'objets, d'alliés, de ressources. Sur le papier c'est très bien. Je pense que la plupart du temps c'est utile pour les ressources parce que les objets ou les alliés sont trop spécifiques au deck. Et provocation de niveau 2, c'est comme la provocation de niveau 0 mais en mieux vu qu'en plus on pioche des cartes. Donc vous engagez 2-3 ennemis, vous piochez des cartes, oh super, parmi les cartes piochées, vous avez, je sais pas, coup vicieux et maîtrise. Voilà. Alors si je résume, j'aime beaucoup l'investigatrice, et sur les 4 cartes gardiens de ce pack, eh bien il n'y en a, enfin sur les 3 de niveau 0 et l'amélioration, il n'y en a, je crois, aucune que je joue régulièrement. Ouais, c'est un petit peu décevant. Je veux dire, elles ont la matraque, non, mais les 3 autres ont une utilité, mais je les ai jamais intégrés dans un deck. Bon, mais voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vais continuer dans les prochains jours je vais faire les vidéos pour les autres classes ainsi que pour les cartes neutres. Allez, bonne journée, au revoir.